Bonjour à tous pour ce neuvième Brain Up sur le sujet de la décarbonation dans le monde du transport. Merci à tous de nous avoir rejoints et merci à tous, merci à nos trois intervenants aujourd'hui pour discuter de ce thème central d'actualité qui le restera. Je vais commencer par vous laisser vous présenter. Anaïs, si vous voulez bien commencer. Bonjour, Anaïs Fontaine. Donc, je suis manager chez Sitwell. Donc, Sitwell, c'est un cabinet de conseil spécialisé en supply chain. Donc, Sitwell est également cabinet référencé Fred 21 et je porte l'offre transport durable au sein du cabinet. Parfait, merci beaucoup. Jérôme, je vous laisse la main. Est-ce que vous pourriez vous présenter aussi brièvement? Bonjour à toutes et à tous, merci Benjamin. Jérôme Bourg, je suis le PDG de DDS Logistics, qui est un des éditeurs en France sur les sujets de gestion du transport. Nous travaillons aussi en particulier en partenariat avec Fred 21 sur ces sujets de décarbonation. Et je crois que malheureusement Xavier est déconnecté, mais Xavier Pierre, qui travaille comme directeur transport chez Lidl, qui viendra nous présenter les sujets de digitalisation qui sont menés en cours. Aujourd'hui, on va attendre qu'il revienne. On a de la chance, c'est le dernier intervenant aujourd'hui. Juste avant de passer à la revue de presse, une présentation très rapide de la plateforme pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Il y a trois fonctionnalités, c'est assez simple. La première, c'est le chat. Vous pouvez discuter, nous dire bonjour, dire ce que vous pensez des interventions. La deuxième fonctionnalité, c'est les questions. Vous pouvez nous poser des questions, poser des questions surtout aux intervenants et au reste de la communauté. Vous pouvez aussi voter pour des questions qui auraient déjà été posées, comme ça on sait que c'est plus important que d'autres. On essaiera d'y répondre à toutes. Et puis le troisième sujet, le troisième fonctionnalité, c'est les sondages. On va vous poser des questions, donc vous allez devoir un peu travailler pendant ce brain up. On va vous poser des questions qui nous permettront d'alimenter le débat et de comprendre vous vos enjeux de décarbonation et puis les leviers ou les pistes de réflexion que vous avez en cours. Je vois que Xavier vient de se reconnecter. Est-ce que vous pourriez vous présenter très rapidement, Xavier? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Pierre Xavier, donc je suis responsable du transport et de l'environnement pour Lidl France au sein du service logistique au siège social basé à Rungis. Parfait, merci beaucoup. Sans plus attendre, on va commencer par une rapide revue de presse. Oui, donc rapidement, pour resituer le sujet, pourquoi on a choisi cette thématique. Bon, évidemment, tout le monde connaît ce sujet, ou en tout cas sait que c'est un enjeu primordial, indispensable, d'actualité, qu'il le restera, qui engendre un certain nombre de difficultés opérationnelles, techniques, financières pour l'ensemble des acteurs du transport, l'ensemble des acteurs de la supply chain au général. Des solutions existent, la plus simple étant le changement de motorisation, mais on va voir que c'est pas si simple et surtout que c'est un peu coûteux, vous le savez. Mais d'autres solutions existent, en particulier sur la digitalisation, et ce qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui avec nos trois intervenants. Peut-être avant ça, un peu de contexte, hein, je le rappelle, hein, en 2015, accord de Paris, les dirigeants mondiaux s'engagent à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin de ce siècle. Ça s'est retranscrit très concrètement en France via la stratégie nationale bas carbone de 2015, avec cet objectif de diviser par 4 les émissions CO2 par rapport à 1990. Et puis, ça s'est encore plus concrétisé avec le plan climat de la France présenté en 2017 par le ministère de la Transition écologique encore une fois, pour trouver des actions concrètes à mettre en œuvre, des pistes concrètes à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Évidemment, cette ambition que tout le monde porte, elle doit être partagée. Et dans ce cadre, le secteur du transport est au cœur de ce changement. 25% des émissions de CO2 sont liées au transport en Europe. Dans le transport de marchandises, les poids lourds sont responsables d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un enjeu de réchauffement climatique. Il y a aussi un enjeu sanitaire, puisque les émissions de particules fines posent un certain nombre de problèmes de santé qu'il faut limiter. C'est le sujet de ce webinaire. Je pense qu'il y aura d'autres webinaires autour de ces thématiques.
On a choisi 3 articles qui, pour nous, synthétisent bien la problématique. Le premier article, c'est un constat sur ce secteur et s'intitule Décarbonation du transport de marchandises, le secteur routier a du chemin à faire, qui est paru dans la Tribune en février 2023. En fait, c'est un article qui reprend un certain nombre, en tout cas le point de vue des transporteurs routiers par la voix de Bruno Klockner, le directeur général de XPO Logistique, qui identifie un certain nombre de difficultés très opérationnelles pour répondre à ces enjeux. La première difficulté, c'est le temps de renouvellement de la flotte. On sait que ça prend du temps de renouveler une flotte. Et du coup, il dit, bah voilà, il y a un problème d'adéquation entre un calendrier politique et un calendrier industriel. On n'a juste pas le temps de répondre à ces nouveaux enjeux publics ou réglementaires. C'est encore plus, on va dire, exacerbé par les ZFE qui imposent un calendrier encore plus rapide avec un impact très fort sur le renouvellement de la flotte. Et puis l'autre sujet qui est évident, c'est le coût de renouvellement. Un camion vert, ça coûte 3 à 4 fois plus qu'un équivalent diesel. Et du coup, il pose la question, comment en fait atteindre les objectifs réglementaires, les objectifs sociétaux de transition énergétique avec de tels enjeux, de telles difficultés. Le deuxième article je trouve, montre bien le type, voilà, un exemple d'initiative. C'est un article qui parle de l'initiative de DER, qui a inauguré en début d'année sa première cuve à biocarburant pur XTL sur un site logistique à Toulouse. Ce que je trouve intéressant dans cet article, c'est que pour une fois, ou en tout cas, c'est les premières fois où on voit ça. Les enjeux environnementaux sont clairement inscrits dans le plan stratégique de DER. Je pense que c'est le cas pour pas mal d'entreprises. Et puis, ça se concrétise avec l'inauguration de cette première cuve de biocarburant de 30 000 litres. Donc, d'après leur directeur transport, Arnaud je gère, qui nous dit l'utilisation de ce biocarburant permet de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 90% et les émissions de NOx de 65% sans nécessité de modification de nos véhicules de transport. Donc encore une fois, c'est une première initiative. Ça sera suivi par d'autres mises en place de ce type de cuve à Roissy dès 2024. Donc on est au cœur du sujet, mais on voit bien qu'on est au début du sujet aussi. Puis le troisième article, c'est au-delà des sujets de motorisation ou de carburant, un article qui évoque ce qu'a mis en place Leroy Merlin pour décarboner sa supply chain et en particulier le sujet de digitalisation. Il cite Nicolas Davril, le directeur transport du groupe Leroy Merlin, qui nous dit « Auparavant, le groupe Leroy Merlin concentrait ses investissements sur la rénovation et l'extension de ses magasins. Désormais, c'est sur des sujets de supply chain et de digitalisation. » Donc le focus a changé. En termes d'enjeux stratégiques, c'est un terme qu'on va réutiliser souvent aujourd'hui. Je pense que cette transition énergétique, c'était peut-être considéré comme nice to have, on va dire, il y a quelques années. Maintenant, c'est au cœur des préoccupations stratégiques des acteurs. À ce sujet, Leroy Merlin s'était engagé dès 2017 à réduire ses émissions de carbone de 15% en 3 ans. Ils ont dépassé cet objectif. Ils ont atteint moins 19% dès 2019 grâce à un certain nombre d'outils de digitalisation qui ont mis en place pour assurer la traçabilité et puis la traçabilité et l'optimisation des remplissages des camions. Voilà quelques sujets qu'on va aborder aujourd'hui, les difficultés, mais aussi les solutions qu'on va pouvoir trouver, inventer, mettre en place pour y répondre. Avant de passer à la partie d'Anaïs, je le rappelle, on va lancer des sondages tout au long du Brain-Up. N'hésitez pas à y répondre. Et voilà, je laisse la main à Anaïs après le jingle. C'est à vous, Anaïs. Je vois pas encore les slides. C'est à vous, Anaïs. Alors,
Alors, donc construire aujourd'hui, donc moi je vais vous parler de comment construire sa stratégie de décarbonation pour piloter sa trajectoire green. Donc il y a 4 axes qui sont indispensables selon nous, donc pour bien structurer sa stratégie de décarbonation. Le premier, donc, qui est la compréhension de l'existant pour comprendre, pour bien comprendre d'où on part et pour adapter sa stratégie en interne. Donc, le premier point, c'est de faire un état des lieux par pays ou en local. Donc, en fonction de l'organisation de l'entreprise, hein, si on est sur un périmètre national, européen ou même mondial. L'objectif ici, c'est de bien faciliter en fait la compréhension des différents niveaux de maturité, puisqu'il va y avoir différents niveaux de maturité en fonction des différents périmètres. Et c'est pour pouvoir de partager aussi les bonnes pratiques que vous allez rencontrer en interne pour construire de manière collaborative la feuille de route. Pourquoi collaborative? Aujourd'hui, c'est des sujets qui changent beaucoup, c'est des nouveaux sujets pour certains. Et il va falloir accompagner le changement pour s'approprier en fait tout simplement les différents niveaux d'enjeux au niveau local ou global de l'entreprise. Alors, si on peut passer mon slide. Voilà. Donc le métier, ce qu'on remarque, hein, c'est que le métier du manager transport aujourd'hui se transforme. On peut même dire qu'il s'est transformé. Donc il faut pouvoir les accompagner. Il y a une double compétence complémentaire qui est indispensable, donc autant sur la partie transport, expertise métier, que sur la partie développement durable. Et il faut pouvoir s'approprier donc ces sujets à tous les niveaux de l'entreprise. Donc pour pouvoir faire cet état des lieux, on va pouvoir s'appuyer en fait sur différents leviers pour décarboner l'organisation. Donc des leviers qu'on dit directs, mais des leviers aussi qui sont indirects et tout autant importants. Sur les leviers directs, il y a 3 grandes familles. Les moyens de transport ou les modes de transport. Donc là, on va parler de report modal, de sources d'énergie alternative, d'efficacité énergétique. Sur l'axe distance, il faut pouvoir se reposer des questions pour minimiser les distances parcourues. Donc ça peut être du sourcing plus local. L'objectif, c'est également de se réinterroger sur son schéma directeur logistique et transport. Et de pouvoir optimiser au mieux son plan de transport. Et puis ensuite, on a l'axe chargement. Là, l'objectif, c'est de maximiser ses taux de remplissage et de regarder les différents leviers qu'on va retrouver sur le packaging, le support et toute la massification de ces flux. Et puis les leviers indirects qui sont importants. Donc ça, c'est de pouvoir nouer des relations qui sont durables, responsables avec l'ensemble de l'écosystème en fait l'ensemble de l'écosystème transport, donc vos prestataires, les éditeurs d'outils, et puis toutes les relations institutionnelles que vous pourriez nouer, avec le dernier axe qui est plutôt la partie organisation. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on va pouvoir venir mesurer, et donc il va bien falloir. Alors on sait qu'il y a des difficultés sur la collecte de données et sur le calcul de la mesure, donc la fiabilité. Donc si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc la mesure, donc c'est vraiment primordial. Il faut bien commencer quelque part. On commence et on viendra fiabiliser la donnée dans un second temps. C'est de mettre aussi en place des indicateurs, donc des KPIs qui vont être essentiels pour piloter donc le plan d'action qu'on a construit et pour aussi s'assurer de l'atteinte des objectifs en termes de décarbonation. Une fois qu'on a mesuré et qu'on a mis en place donc ces indicateurs, l'objectif c'est pouvoir aussi se projeter dans le temps et donc de simuler tel ou tel type de levier. Donc typiquement, si je reporte X% de mes flux, si je fais du report modal, quelle va être finalement en fait la réduction et le gain de CO2 associé. Donc c'est vraiment une aide pour la prise de décision de pouvoir simuler et modéliser ces différentes actions. Une fois qu'on a fait ça, on peut calculer sa trajectoire. Donc, soit on a une approche plutôt bottom-up, donc c'est-à-dire que les plans d'action locaux vont venir nourrir en fait notre trajectoire. Soit on a une approche top-down avec plutôt une vision globale. L'objectif, c'est d'avoir les deux approches pour pouvoir piloter et corriger en fait sa trajectoire dans son ensemble.
Et puis enfin, donc on en a parlé, la mesure, donc elle peut être fiabilisée. Donc l'objectif de la dernière étape, c'est de venir fiabiliser et automatiser cette mesure. Le quatrième axe, c'est l'axe organisation. Donc l'organisation va être clé pour structurer puis pour partager sur les objectifs de décarbonation et piloter sa trajectoire. Ce qui est important de retenir ici, c'est vraiment d'avoir des objectifs de réduction qui sont définis en amont. Et de permettre aussi à l'entreprise de converger en fait sur des objectifs qui peuvent parfois être divergents. Donc à travers donc la bonne gouvernance, les bons RACI, le bon rituel, les bons rituels, le bon reporting, et puis de capitaliser sur tout ce savoir, parce que Benjamin l'a rappelé, sont des sujets qui bougent énormément. Aujourd'hui, il y a des solutions à court, à moyen terme, et puis plutôt à long terme. Et puis le dernier axe pour compléter sa stratégie de décarbonation, si on va sur la slide suivante, on sait qu'aujourd'hui le transport est en pleine mutation et il faut que les entreprises puissent être acteurs du changement. Donc si on regarde en interne, c'est des nouvelles problématiques aujourd'hui auxquelles font face les managers transport, mais aussi les acheteurs transport, et donc il faut pouvoir les accompagner pour appréhender donc les nouvelles contraintes. Et avoir aussi un plan de formation robuste. D'abord en identifiant avec les équipes les connaissances qui peuvent être manquantes pour ajuster ce plan de formation. Et si on se tourne plutôt sur l'externe cette fois, à travers des benchmarks, il faut que les entreprises puissent aussi s'inspirer entre elles, partager les bonnes pratiques et donc construire leur réseau. Donc c'est-à-dire de regarder ce que font d'autres industriels ou d'autres distributeurs pour pouvoir justement partager sur les bonnes pratiques, sur les freins, sur les contraintes et comment y aller. Et puis le dernier point qui est clé, c'est d'établir cette veille réglementaire et technologique qui est aujourd'hui, les choses avancent très vite et il faut pouvoir maintenir sa connaissance et rencontrer les différents acteurs clés. Voilà. Donc chaque entreprise doit pouvoir s'inspirer et contribuer sur ce secteur qui est en forte transformation. Merci beaucoup Anaïs, c'était passionnant. Effectivement, le besoin de structurer cet enjeu, il est clé. J'avais peut-être une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un retour d'expérience ou un exemple concret de mise en place de ce type de feuille de route avec des impacts? Et peut-être vous pouvez souligner les difficultés rencontrées dans cette mise en place. Alors, les difficultés que nos clients vont rencontrer le plus souvent, je dirais, c'est, j'en ai parlé, c'est la mesure. En fait, c'est comment est-ce que je mesure. Donc, on est souvent confronté, donc soit on a des TMS, ou soit on peut récupérer des données qui viennent de nos prestataires qu'on comprend pas souvent. Donc, la collecte de données est vraiment clé et la fiabilité, surtout avoir confiance en fait, avoir confiance dans la mesure. Donc ça c'est un premier point qui remonte souvent, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut commencer quelque part parce que faut s'y mettre. Donc c'est aussi de travailler, d'avoir des partenariats avec les différents prestataires pour justement aller dans le niveau de détail suffisant pour avoir confiance dans la donnée et pour pouvoir ensuite construire sa trajectoire. Après, on a des clients donc qui vont aussi se projeter sur des plans d'action, donc en fonction des différentes maturités qu'ils vont retrouver donc en local ou au niveau national ou sur les différents pays, vont créer leur réseau en fait pour construire des plans d'action, des référentiels communs et pour pouvoir alimenter en fait leur trajectoire. Ok, je vois qu'il y a une question qui a été posée par l'audience, par Patrick, qui nous pose la question, ou qui vous pose la question sur ce point de mesure. Est-ce que l'approche bilan carbone est une bonne base? L'approche bilan carbone, c'est une première base. Et ensuite, si on veut aller plus loin sur la partie uniquement transport, on peut continuer aussi sur. Mais c'est une première base. De toute manière, faut commencer quelque part. Ok. Côté Jérôme et Xavier, je vous laisse peut-être répondre à ce sujet de mesure, difficulté de capter de la donnée, de la normaliser, de la nettoyer. Est-ce que c'est des choses que vous partagez en termes de difficulté? Jérôme, peut-être? Oui, tout à fait. C'est effectivement
effectivement un des problèmes. La qualité on parle de mesure en fait du calcul, va être bien sûr dépendante de la data qui est collectée et injectée. C'est exactement, ça va être le premier point en fait dans ce que je vais vous présenter juste après. Et on part d'une situation dans laquelle beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas cette data de manière centralisée, normalisée. Et en même temps, les solutions sont là. Donc voilà, il y a effectivement ce point de départ où il y a cette data à donner, cette capture de données. Mais la bonne nouvelle, c'est que les solutions technologiques sont disponibles sur le marché. Ok. Xavier, vous partagez le constat? Oui, comme mes homologues, je partage effectivement la nécessité et parfois et malheureusement souvent la difficulté d'avoir les datas à disposition pour pouvoir justement mesurer quel est notre impact aujourd'hui et surtout mesurer par la suite les effets positifs ou non des actions qu'on a pu mener. Mais effectivement, les outils sont aujourd'hui disponibles. Après, il faut trouver le bon qui correspond à son organisation et qui s'intègre dans son environnement de travail. Mais dès lors qu'on a trouvé l'outil correspondant, on arrive aujourd'hui à récupérer ces données et à pouvoir les exploiter pour réaliser et mesurer ces actions. Ouais, je rebondis peut-être sur ce point-là. J'ai l'impression en tout cas, il y a eu une vraie évolution de la maturité de l'ensemble des acteurs. On leur a dit depuis des années, il faut utiliser vos données. Et il y avait un peu ce concept de dire ça va être magique, ça va être simple, ça va être rapide. Et en fait, ils comprennent qu'il y a des prérequis à mettre en place en termes de compétences internes, en termes de gouvernance de la data, en termes d'organisation d'outils, qui fait que c'est pas si simple. Évidemment, c'est pas magique en tout cas, mais que il y a des impacts, que ce soit environnementaux ou des sujets plus économiques, et qu'ils sont obligés d'en passer par là. Il y a une autre question pour vous, Anaïs. Une fois la trajectoire plus ou moins définie, quels sont les premiers résultats constatés chez vos clients? Alors, la trajectoire, une fois qu'elle est définie, d'abord, faut la piloter avant de constater des résultats. Alors, tout dépend en fait d'où on parle d'organisation du mode de transport, mais quand on regarde, il y a des actions qui sont qu'on peut facilement mettre en place avec des résultats directs. Mais une fois qu'on a calculé sa trajectoire, là où j'insiste, c'est qu'il faut mettre déjà en place la bonne organisation pour piloter son plan d'action. Donc voilà, si on parle de résultats en termes de pourcentage, tout dépend vraiment de l'organisation, si on est plutôt sur des flux routiers, sur des flux maritimes ou même aériens, mais les résultats sont là. Ensuite, la difficulté, il faut être assez assidu pour justement suivre son plan d'action et s'assurer qu'on s'est fixé un objectif à 7 ans ou à 10 ans, c'est de recalculer cette trajectoire et de s'assurer que le plan d'action est bien mis en place. Ce que j'entends derrière ce que vous dites, c'est que le point clé, c'est au-delà du plan d'action, c'est d'avoir la bonne personne qui le porte. Est-ce que chez vos clients, c'est quelqu'un à niveau COMEX qui porte ce plan d'action directement? Et si oui, quel profil? C'est pas forcément toujours le cas d'ailleurs. C'est pas forcément toujours au COMEX que ces sujets sont portés. Ils peuvent être portés à différents endroits dans l'entreprise. On voit un peu de tout, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important déjà, c'est de se définir dans l'organisation un objectif. Et puis ensuite, on va vraiment avoir des approches soit top-down ou soit qui vont remonter du local. Au moins, on a un objectif commun et qui est connu dans l'entreprise. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ok. Merci beaucoup Anaïs pour ces réponses. Jérôme, vous aviez un dernier point à ajouter sur ce sujet de plan d'action et de pilotage de plan d'action avant de passer à la suite? Oui, 2 points effectivement. Je reviens un tout petit peu en arrière sur une question vis-à-vis de la démarche bilan carbone de l'ADEME. Voilà, clairement, au sujet du transport, la meilleure déclinaison est la démarche RED 21, que Anaïs avait aussi citée.
qui permet effectivement de faire qui est une démarche d'engagement de réduction volontaire et qui permet de poser un certain nombre d'éléments et de faire ce recueil de données et cette mesure, y compris sans solution digitale en place. Et ce qui est intéressant aussi, un sujet qui entraîne effectivement de la transformation au-delà de la direction supply chain. C'était cette question au niveau COMEX, selon les entreprises, mais on voit clairement des initiatives qui sont poussées à la fois par des directions RSE au sens large. C'est intéressant aussi parfois par les directions service client. C'est un sujet très fort d'attente du client, et donc on voit parfois de plus en plus la direction service client qui est aussi impliquée, et donc qui arrive à monter finalement avec la direction supply chain une conjonction d'acteurs pour faire bouger les lignes au sein des entreprises. Effectivement, cette tendance, elle est portée en interne, mais aussi elle est poussée par les clients, quels qu'ils soient d'ailleurs, qui poussent leurs prestataires, quels qu'ils soient, à s'aligner avec ces enjeux sociétaux. Et d'ailleurs, c'est une bonne question je rebondis sur une question qui a été posée par Patrick Durieux. Les ZFE facilitent-elles ou pas la décarbonation? Alors, c'était pratiquement le titre de notre ancien Brain Up. N'hésitez pas à aller le regarder. Je fais un peu d'auto-promo. Je m'en excuse. Mais clairement, ce sujet des ZFE, en tout cas, génère un certain nombre d'actions auprès des transporteurs, mais génère aussi pas mal de difficultés. Et un des gros sujets, c'est le sujet de calendrier. Lyon a rallongé son calendrier. Donc, au dernier Brain Up, on avait l'intervention d'un groupe qui s'appelle STEF, qui fait du transport frigorifique, qui était prêt dès 2026 à répondre aux enjeux réglementaires de la ZFE. Le calendrier a été détendu, c'est poussé jusqu'à 2028, donc ça a mis évidemment, ça a un peu gêné le plan d'action de Steph qui s'était préparé à répondre aux besoins réglementaires et qui au final trouve que voilà, il y a eu des investissements qui ont peut-être été un peu perdus. Donc oui, ça facilite, mais c'est pas si simple pour répondre à la question. Xavier, une dernière remarque avant de passer à la suite? Non, je voulais rebondir effectivement sur la partie ZFE. Effectivement, on sait qu'il y a des entreprises qui sont engagées dans la démarche de manière volontaire, par conviction ou poussées effectivement par les collaborateurs ou les clients externes. On sait aussi que malheureusement la contrainte, que ce soit par le biais des ZFE, le biais de l'annonce de l'arrêt des moteurs thermiques qui va arriver également, incite à la fois les transporteurs comme les chargeurs à avoir une stratégie de mixité énergétique, en tout cas de changement de cette énergie pour aller justement vers la décarbonisation. Mais de manière générale, je pense que les entreprises ont quand même compris l'intérêt de décarboner leurs activités, que ce soit tant au niveau transport qu'au niveau achat, qu'au niveau bâtiment, et que les enjeux sont majeurs. Et aujourd'hui, beaucoup d'actions sont entreprises dans nos nombreuses sociétés. Excellent, merci beaucoup. Allez-y, Anaïs. Je complète juste ma réponse sur la partie trajectoire par rapport aux résultats attendus. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la trajectoire, elle n'est pas calculée qu'une fois. En fait, on va être amené à recalculer sa trajectoire parce quand on calcule une trajectoire, on se projette à 5 ans, à 7 ans, en tout cas à l'horizon de 2030. Par exemple, l'idée, c'est de se dire que si la décarbonation aujourd'hui des transports dans l'entreprise apporte une forte dimension du changement, il est quand même préférable de se dire je vais me projeter 2 fois sur 3 ans, par exemple, au lieu d'1 fois sur 5 ans, pour permettre de corriger la cible à atteindre. Parce que entre aujourd'hui et demain dans 5 ans, il y a des technologies qui vont évoluer, il y a des prestataires qui vont proposer des nouvelles solutions. Donc faut vraiment avoir une vision à court terme. Aujourd'hui, ce que je peux faire et ce que je comprends du marché, à moyen terme et puis à long terme. Et c'est pour ça que cette trajectoire, elle doit vivre et elle doit être recalculée, alimentée et corrigée pour atteindre sa cible. Bien noté. Merci beaucoup Anaïs pour ce complément. Je propose qu'on passe tout de suite à la partie de Jérôme sur la digitalisation au service de la réduction des impacts CO2. Et avant ça, jingle.
Alors, très beau jingle, donc j'enchaîne. Effectivement, ce que je vous propose, c'est de rentrer de manière concrète dans les démarches que nous voyons marcher, que nous recommandons clairement chez nos clients. Donc, mon discours va être très axé sur les chargeurs, les industriels et les distributeurs, sur la démarche et surtout les apports des outils de type digital. Je vous expliquerai en quelques mots ce que cela recouvre pour mesurer et surtout décarboner. L'objectif est clairement autour de la réduction. Donc, cette démarche qui s'inscrit clairement dans ce que Anaïs vous présentait avant, elle tient en quatre étapes principales. La première étape, c'est bien sûr la mesure, donc de poser le thermomètre, d'avoir cette vision de ces différentes émissions par mode et par flux. Et à partir de cette vision, la deuxième étape, c'est de définir ses objectifs. C'est effectivement cette notion de trajectoire, c'est d'identifier les sujets sur lesquels l'entreprise souhaite agir et souhaite porter sa priorité en termes d'action de décarbonation. La troisième étape, c'est bien sûr de décider des leviers, d'identifier les sujets sur lesquels l'entreprise va agir et ensuite, quatrième étape, d'exécuter et de suivre sa trajectoire, suivre donc la manière dont ces différents éléments de levier ont été mis en œuvre. Et donc, sur cette chose, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a effectivement tout un enjeu qu'on évoquait juste avant autour de la data, et puis un certain nombre de solutions qui vont permettre d'exécuter et d'atteindre ces différents objectifs. Alors la première étape, c'est bien sûr de définir son périmètre de mesure. On parle de ce qu'on appelle le scope 3, donc pour un chargeur, les émissions de CO2 liées au transport de marchandises sont liées à des intervenants externes, ces différents transporteurs. Et sur ce scope 3, le premier élément important, c'est de définir le périmètre sur lequel, moi, entreprise, je vais prendre des objectifs et exercer cette mesure. Est-ce que je remonte jusqu'à mes fournisseurs? Est-ce que je descends jusqu'à mes clients? Comment je traite mes flux internes? Donc, première étape, définir son de mesure et mesurer ensuite dans le temps l'évolution sur ce scope. La mesure et le calcul qui est fait à un certain nombre de limites, ce qui est important, c'est de voir son évolution dans le temps sur un périmètre stable. Donc, première étape, définir le périmètre de mesure sur ces flux de transport. Une fois que ce périmètre est défini, on rentre effectivement dans cette notion de calcul. Tout ça reste un calcul théorique. Ce calcul théorique prend en son compte un certain nombre de variables, bien sûr, autour de la distance, du poids ou du volume des marchandises transportées, et puis des éléments liés aux facteurs d'émission qui sont donc dépendants du mode de transport. L'enjeu sur le transport de marchandises, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de données à aller chercher, à agréger pour avoir un calcul qui soit fiable, qui donne une vision réaliste de ces émissions. Donc aussi bien sur l'ensemble des éléments de flux, donc les éléments d'origine, destination, voire de positionnement plus précis des différents flux de transport qui sont générés par l'activité de l'entreprise, la vision détaillée sur de ces expéditions, les différents modes, et on sait, dès qu'on est sur du flux international, c'est du multi-étape, donc on a un enjeu de mesure d'une émission typiquement sur un maritime, est-ce que je prends en compte ou pas dans mon scope le pré ou le post-acheminement routier, et puis si je rentre plus dans le détail, est-ce que je rentre dans une vision plus des types de carburants utilisés par mes transporteurs. Et puis le troisième élément qui va influer ce calcul, c'est le contenu. Et donc là, c'est d'avoir la vision précise sur les tonnages, quantité de manière générale, et puis un certain nombre d'autres critères. Un critère classique, par exemple, étant la notion de réfrigérer. Le fait de transporter sous température dirigée a bien sûr un impact important sur les émissions. Donc on le voit, il y a un ensemble de données à prendre pour avoir une mesure qui soit pertinente. Et c'est le premier apport des solutions digitales, c'est de donner le moyen de calculer de manière exhaustive et avec un périmètre de données qui soit maîtrisé l'ensemble de ces émissions sur l'ensemble du scope. Donc aujourd'hui, des solutions de type TMS ou plateforme digitale transport peuvent agréger, recueillir l'ensemble de ces données
Et donc, à nouveau, sur le scope qui a été défini, permettre cette mesure. Sur le scope, typiquement, le premier scope qui est visé est souvent le scope aval, hein, donc la distribution vers ses clients. La plupart des entreprises aujourd'hui, à nouveau, je parle des chargeurs, maîtrisent ce scope aval, mais organisent par elles-mêmes ces éléments. Et donc, les solutions de type TMS vont permettre cette mesure. Mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'on peut aussi avoir cette mesure sur le scope amont, même si vous achetez rendu. Aujourd'hui, les outils de type plateforme permettent de recueillir de la donnée sur les livraisons organisées par vos fournisseurs. Donc, premier rapport du digital, c'est sur ce calcul, en prenant en compte l'ensemble des données pertinentes. Le deuxième apport, il va être sur la capacité à identifier les leviers d'action, donc les sujets sur lesquels je vais avoir intérêt à agir de manière prioritaire. Et donc ça, c'est l'exploitation de cette première donnée transformée, le résultat du calcul. Il y a toute une série d'outils qui sont disponibles, des outils d'analyse cartographique, des outils d'analyse des sujets sur lesquels, d'analyse de flux sur lesquels je vais avoir un niveau d'émission plus important. Voilà, typiquement, c'est pas la peine de se poser la question de la livraison urbaine en vélo si 90% de mes émissions viennent du transport aérien. Voilà, donc c'est ce type d'éléments qui vont permettre d'identifier les sujets prioritaires sur lesquels agir. Et donc là, bien sûr, les outils de type TMS, plateforme et des outils de simulation vont permettre d'en tirer cet élément, cette donnée, et d'identifier les leviers d'action. Ça, c'est ma troisième étape. Et une fois que ces leviers d'action seront déterminés, l'enjeu, c'est comment est-ce que j'agis de manière concrète. Et donc là, c'est à nouveau un sujet sur lequel il y a aujourd'hui une offre qui est très riche en termes d'outils, en termes de capacités, qui va permettre d'agir sur trois grands leviers. Le premier levier, c'est de réduire l'empreinte liée au code lui-même. Et donc typiquement, si j'ai fait des choix de transporteurs utilisant des services à base de biofuel, je vais pouvoir orienter mes flux dessus. Le report modal, de la même manière, va pouvoir être mis en musique, systématisé dans mes choix de flux. Le deuxième élément, c'est d'utiliser au mieux les moyens et les modes qui sont là. Donc c'est typiquement un des apports d'un TMS comme le nôtre, c'est de pouvoir grouper, optimiser les moyens de transport, ce qui réduit mécaniquement les émissions par produit transporté. Et puis, le troisième apport de ces solutions digitales, c'est de réduire le besoin. Le transport qui émet loin, c'est celui qu'on ne réalise pas. Et donc, typiquement, c'est tout le travail sur la réduction des retours à vide en particulier, ou l'optimisation dans un réseau large. La bonne nouvelle, si on regarde l'ensemble de ces leviers, c'est que ce sont à la fois des leviers de réduction des émissions de CO2, mais qui ont aussi un impact financier. On est clairement sur des démarches qui vont permettre d'avoir ce double impact à la fois sur le coût des chaînes de transport et sur leurs émissions de CO2. Voilà pour votre panorama synthétique de cette démarche et de ce que les outils peuvent apporter. Merci beaucoup, Jérôme. Et une question qui a été posée juste à la fin de l'intervention d'Anaïs, et je pense que c'est intéressant que vous puissiez y répondre peut-être tous les trois, qui concerne les petites entreprises. En fait, quand on évoque des plans d'action, la digitalisation, on a un peu l'impression que ça s'adresse qu'à des grands groupes, et je comprends tout à fait le sens de la question. Et la question est quid des PME ou TPE, notamment dans les activités de transport, les petits sont très nombreux. Est-ce que ces leviers de digitalisation, de pilotage de plans d'action stratégiques font sens et quelle différence par rapport aux grands groupes? Jérôme, je vous laisse la main, puis après je la donnerai à Anaïs sur cette question. Alors, il y a effectivement deux volets dans cette question. Côté chargeur, aujourd'hui, clairement, en tout cas, c'est notre philosophie. Je ne veux pas parler au ensemble de mes confrères, mais aujourd'hui, ces outils, en particulier de type plateforme digitale, s'adressent aussi clairement aux ETI et aux PME, et donc d'avoir cette vision opérationnelle et cette capacité à manipuler la donnée et à à mettre en œuvre l'ensemble de ces mesures. Après, l'autre partie de la réponse tient aux transporteurs. Et là, effectivement, la démarche de transformation va être plus longue côté transporteur.
Alors, en même temps, on voit aujourd'hui un certain nombre d'éléments d'incitation. Clairement, on parlait aussi du cadre réglementaire qui est là, qui fait que de toute façon, l'ensemble des transporteurs, y compris les petits sur lesquels le rythme va être peut-être plus lent, vont devoir faire cette bascule. Et à nouveau, on sait aussi embarquer les transporteurs dans ce type d'échange, quelle que soit leur taille. Aujourd'hui, les technologies sont là pour embarquer des transporteurs de toute taille. Ok, donc suffisamment, les technos sont assez matures pour répondre aux enjeux qui concernent tout le monde. Anaïs, peut-être votre point de vue plutôt sur la partie cadrage, comment intégrer des ETI, des PME, des TPE dans ces dynamiques? Enfin, moi, je suis complètement avec la réponse de Jérôme et justement aujourd'hui, ce que j'ai présenté sur les axes pour construire sa stratégie de décarbonation s'adresse aussi bien à des petites entreprises comme à de grands groupes. Après, il faut l'adapter bien évidemment à la taille, au périmètre de son activité. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent, des dispositifs simples qui permettent d'avoir des visions concrètes sur des plans d'action. Donc, on en parlait, Fred 21 tout à l'heure, qui s'adresse aux chargeurs, mais il y a Objectif CO2 qui s'adresse donc aux transporteurs, par exemple. Donc, pour moi, voilà, tout le monde doit faire un pas en avant sur ces sujets à son rythme et en l'adaptant bien entendu à son activité et à la taille de son entreprise. Ok, merci beaucoup. Idem, donc pour vous, tout type d'entreprise est en capacité aujourd'hui de lancer ce type d'initiative. Merci Anaïs. Je me retourne vers Jérôme. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un exemple concret de réussite ou de mise en place d'un TMS qui permet d'atteindre des objectifs de décarbonation? Oui, nous avons communiqué autour d'un de nos clients qui est le groupe Nexans, donc un industriel producteur de câbles, qui a mis en place effectivement notre TMS et qui a accepté de communiquer sur les gains, donc avec une démarche qui a été une démarche donc à la fois d'organisation, d'optimisation de l'ensemble du fonctionnement de son réseau de transport sur le territoire français pour un certain nombre d'usines, avec une cellule centralisée qui pilote les transports en s'appuyant sur notre TMS, et avec des gains ramenés aux produits transportés très significatifs. On parle de réduction des émissions par produit transporté de 15 à 20%, s'accompagnant d'une réduction des coûts de transport selon les flux de 5 à 10%. Donc à nouveau, on est sur des niveaux de réduction très importants, et ça tenant aux différents éléments, au choix des transporteurs, donc au choix des modes associés, à l'optimisation de l'usage des moyens. Il y a un gros effet sur un groupage optimisé des commandes au sein des moyens de transport. Donc on est en train de parler effectivement de gains très significatifs qui justifient ce type de démarche et ce type de projet avec des retours sur investissement largement inférieurs à 1 an. Ok, bravo. Merci pour cet exemple très précis avec des chiffres évoqués éloquents qui parlent je pense, d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Jérôme. Peut-être une dernière question euh, sur l'intégration des nouvelles technologies, en particulier de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup dans le monde de la supply chain de plus en plus. Est-ce que vous avez un avis sur l'intérêt que ce type de techno peut apporter aux chargeurs ou aux transporteurs? Clairement, un effet important, c'est autour à la fois des éléments de simulation, de mesure à travers des jumeaux numériques, qui est le premier élément qui va permettre d'aller identifier un modèle et de pouvoir jouer sur ce modèle et de faire de la simulation. Et puis après, toutes les démarches d'optimisation de réseau qui sont apportées par l'intelligence artificielle. Si on descend même sur des sujets plus classiques pour les chargeurs, bien sûr, et les transporteurs, sur la maîtrise de la flotte autour d'optimisation de tournée, mais au-delà de ça, on voit de plus en plus des enjeux d'optimisation avec des contraintes à la fois service et remontant sur
quasiment l'affectation des commandes. Donc, on est sur des sujets complexes sur lesquels l'IA va apporter une réponse aujourd'hui et apporter un niveau supplémentaire d'optimisation et de gain sur ces émissions de CO2. Ok, merci beaucoup Jérôme. Anaïs, dans vos activités de conseil dans experts du monde de la supply chain, est-ce que vous avez aussi des exemples de mise en place d'outils innovants au service de la décarbonation et si oui, est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, on travaille effectivement sur le sujet, enfin en tout cas sur le pendant digital des activités de transport. Donc il est clair qu'aujourd'hui, d'ailleurs quand on parle décarbonation, on parle beaucoup aussi outils pour aller d'une part capturer la donnée, la fiabiliser, mais aussi mettre en place des outils qui vont permettre d'optimiser les outils d'optimisation de tournée, des outils qui vont permettre d'optimiser des schémas pour pouvoir venir jouer justement sur les leviers que j'ai indiqués tout à l'heure, sur l'axe distance, comment est-ce qu'on fait pour minimiser. Il y a un moment, il faut aussi pouvoir s'outiller pour aller chercher en fait l'optimisation supplémentaire que celle qui est manuelle aujourd'hui dans les entreprises. Donc très souvent, l'un va avec l'autre. Merci beaucoup Anaïs. Je pense que c'est une bonne transition pour la dernière intervention de Xavier, juste après du coup le jingle. Merci pour cette transition. Donc moi je vais déjà vous remettre un petit peu le contexte et vous dire déjà qui nous sommes. Donc Lidl aujourd'hui c'est 25 plateformes logistiques réparties sur tout le territoire français. L'ensemble des produits qu'on trouve au sein de nos supermarchés sont approvisionnés directement de par nos plateformes logistiques, puisque celles-ci sont multi-températures, donc aussi bien les produits secs, les produits non alimentaires, que les produits frais comme surgelés, le fruits et légumes également. Nous avons aujourd'hui 1580 supermarchés, un peu plus de 40 000 collaborateurs, et nous effectuons plus de 50 000 palettes en expédition chaque jour, ce qui représente 15 millions de palettes par an qui sont donc expédiées vers nos supermarchés. Nous revalorisons sur 2021 86% des déchets produits au sein de Lidl France. Nous avons deux types de logistique. Nous avons ce que vous pouvez voir sur la carte de la France, l'implantation de nos 25 plateformes logistiques. Vous pouvez voir que celles-ci sont réparties globalement sur l'ensemble du territoire. Et dès lors que nous avons une soixantaine de supermarchés, nous ouvrons une plateforme pour pouvoir approvisionner ces supermarchés. L'idée étant d'avoir le centre logistique au plus proche de nos points de livraison pour, comme vous le comprenez assez aisément, limiter les kilomètres à parcourir. Nous avons également une deuxième logistique, ce qu'on appelle nous la logistique externe, puisque notamment sur nos produits non alimentaires, une fois que ceux-ci ont été mis en vente, nous sommes amenés à les enlever de nos linéaires et à les massifier sur des plateformes de regroupement, donc ce qu'on appelle nous la logistique externe. Et on a certaines plateformes logistiques en attente d'agrandissement ou de transfert qui ne peuvent plus accueillir toutes les familles. Et donc pour ce faire, nous passons par des prestataires qui nous accompagnent, notamment sur la partie surgelée, où nous réalisons du coup cette prestation chez ces partenaires. Nous avons du coup deux principes de transport. Le premier, donc, qui émane de nos plateformes logistiques, donc là où nous réalisons la réception, le stockage, la préparation et l'expédition vers nos 1580 supermarchés. Et nous avons également un deuxième flux, qui est donc le flux entre nos entrepôts et également entre nos entrepôts centralisateurs, là où nous stockons le non alimentaire, qui sont donc ramenés.
Pour ce faire, il y a effectivement toutes les actions qu'on a déjà pu évoquer depuis ce début de matinée avec l'intégration des TMS ou autres. Mais il y a également des actions à réaliser organisationnelles au niveau du transport. Ça démarre, comme je l'ai dit en préambule, par une implantation effectivement au plus proche des points de livraison des sites logistiques. Et depuis nous, un peu plus d'une dizaine d'années, nous réalisons ce qu'on appelle la reverse logistique. Donc c'est effectivement aujourd'hui, on en parle beaucoup. Alors pour rappel, quel est le principe de la reverse logistique? Nous avons effectivement tous nos véhicules qui vont chaque jour vers nos points de vente et ceux-ci reviennent systématiquement pleins. Ils récupèrent tous les emballages au sein des supermarchés. Ils récupèrent également l'ensemble des déchets produits par les supermarchés, que ce soit les biodéchets, les déchets industriels banals, le bois, le carton, le plastique et autres. Ce qui a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est déjà de pouvoir massifier sur nos centres logistiques, d'économiser les collectes par des prestataires au sein de nos supermarchés. Donc, ça prend une économie d'une 50 000 collectes sur nos points de vente. Bien évidemment, la réduction de nuisances pour les riverains. Et c'est toujours aussi autant de kilomètres et de CO2 économisés par le fait que ces prestations ne sont plus réalisées par d'autres véhicules. Ça permet aussi de désengorger les centres-villes ou les accès vers nos supermarchés. Comme je le disais, on produit différents déchets. Vous les avez là en répartition. En 2021, comme je l'ai dit en introduction, nous avons revalorisé 86%. 88%, c'est le chiffre que vous voyez à l'écran de revalorisation en 2022. Et pourquoi je vous parle de l'importance de valoriser les déchets, notamment pour notre partie transport, c'est qu'à aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est d'envoyer notamment les biodéchets vers des partenaires centres de méthanisation pour pouvoir réinjecter le biogaz dans le réseau et pouvoir venir approvisionner un certain nombre de véhicules avec ce gaz produit et issu des déchets produits par Lidl-France. À date, nous arrivons à faire rouler une vingtaine de véhicules au biogaz produits à base des déchets collectés sur nos 1580 supermarchés. On parlait tout à l'heure de la démarche volontaire Fred 21. Nous sommes également engagés volontairement dans la démarche Fred 21 sur plusieurs items. Nous sommes engagés sur un taux de remplissage à 96%. À date, nous sommes à 95%, donc proche de l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous, on raisonne également le taux de remplissage, pas uniquement en nombre de palettes présents dans le véhicule. On travaille aussi notre taux de remplissage en mètres cubes, parce que l'important, c'est d'utiliser l'ensemble du volume du véhicule pour pouvoir transporter le maximum de marchandises. Donc, on travaille avec des systèmes, notamment sur ce qu'on appelle nos palettes complètes, comme une palette d'eau, où là, on vient y rajouter des colis supplémentaires au-dessus pour pouvoir gagner en mètres cubes. Nous avons également un système où nous travaillons actuellement pour doubler les palettes, de pouvoir encore gagner cette capacité de transport et ce volume de marchandises transportées pour limiter le nombre de véhicules et donc économiser bien évidemment des kilomètres parcourus et donc continuer notre souci de décarbonisation. Un engagement sur la distance parcourue de 157 km de moyenne, ça c'est la distance donc aller-retour entre notre point de distribution, c'est-à-dire notre plateforme logistique, et notre point de livraison, le supermarché. Nous sommes à date à 155 km. Nous avons déjà dépassé cet objectif. Et avons, on y reviendra un petit peu plus tard, pour ambition d'aller encore au-delà. Nous, on a une phrase qu'on aime bien dire chez nous, mais ça a déjà été un petit peu évoqué, que le meilleur kilomètre, c'est celui qu'on n'effectue pas. Donc, si on peut ne pas effectuer de kilomètres supplémentaires et continuer à diminuer cet item, c'est ce que nous faisons. Et nous achetons également 33% d'énergie alternative.
puisque notre ambition, c'est aussi de travailler avec nos partenaires et de les accompagner dans leur transformation également énergétique. Donc avec l'ensemble de nos transporteurs, on travaille aussi bien avec des gros groupes, des groupes moyens ou des petits transporteurs. On les accompagne dans cette démarche de par le référencement, de par l'achat transport que l'on réalise avec eux. On a également une forte animation économique des équipes en région qui sont animées par le siège. Chaque semaine, on fait vraiment des points économiques pour balayer l'ensemble des ratios et mettre des actions d'amélioration et qu'on mesure la semaine d'après pour voir si on a diminué le kilomètre, si on a augmenté le taux de remplissage, si on a augmenté le temps d'utilisation des véhicules, etc. Pour vous donner une ordre d'idée de la répartition de la flotte à énergie alternative à travers nos plateformes logistiques, donc on voit qu'on n'a pas concentré nos actions uniquement sur les ZFE, sur les grandes métropoles. On a réparti l'ensemble des véhicules à énergie alternative sur l'ensemble de nos plateformes logistiques, de manière à vraiment avoir cette stratégie de décarbonisation partout en France et pas uniquement sur quelques sites emblématiques des grandes métropoles ou des ZFE. Pour vous donner un ordre d'idée, la répartition des différentes énergies que nous avons à aujourd'hui, ça c'est la projection à 2025. Donc finalement, nous n'avons pas encore de camions hydrogène. On espère pouvoir faire les premiers tests courants de cette année. Concernant les véhicules électriques, nous avons déjà aujourd'hui 2 camions électriques, dont un qui circule depuis plus de 2 ans et un second qui est arrivé il y a 3 mois. Donc aujourd'hui, on est sur des porteurs 26 tonnes et nous avons passé commande avec des partenaires de tracteurs électriques sur notre plateforme de Saint-Quentin-Fallavier qui va être équipé d'un tracteur électrique quand il sera livré, c'est-à-dire à peu près sous 6 mois. Nous avons réalisé le test il y a de ça une quinzaine de jours en arrière. Donc on a une volonté d'être multi-énergie et de ne pas forcément se focaliser sur une seule et même énergie, puisque on aura, en fonction du cas d'usage, une énergie qui ira en face. Et pour en revenir sur la partie digitalisation, nous avons aujourd'hui, nous sommes équipés d'un TMS qui nous donne déjà un certain nombre de données et qui nous permet déjà d'analyser et de mesurer les différentes actions que l'on met en place. Et depuis quelques mois, nous faisons avec DC Braille un test donc sur une de nos plateformes logistiques à l'aide de leurs jumeaux numériques pour voir jusqu'à où on peut encore aller dans l'optimisation de plans de transport avec un objectif de passer à 147 km par tournée. Le but de bénéficier d'un outil qui va nous permettre de raisonner un petit peu différemment nos plans de transport par rapport à l'approche qu'on peut en avoir aujourd'hui. Bien évidemment, c'est un outil qui est digitalisé et qui va permettre aussi d'améliorer les conditions de travail de nos opérateurs au quotidien lors de la réalisation de leur plan de transport. Cet outil utilise l'intelligence artificielle et on bénéficie effectivement d'un accompagnement de la part de nos interlocuteurs. Donc la combinaison de toutes ces actions, que ce soit des actions organisationnelles par l'implantation des plateformes logistiques, par la reverse logistique, par l'animation économique quotidienne et la refonte quotidienne des plans de transport pour aller chercher la performance et à la fois la réduction des kilomètres, du taux de remplissage, d'utilisation ou autre, et qui vient être complété par la digitalisation d'un outil d'aide à la performance pour la réalisation notamment de ces plans de transport. La combinaison de l'ensemble de ces éléments nous permet aujourd'hui de s'inscrire dans cette démarche, de pouvoir en mesurer l'impact et surtout aujourd'hui de pouvoir commencer à en récupérer les fruits par une diminution régulière de nos émissions de CO2.
Merci beaucoup, Xavier, pour ce retour d'expérience. Et je vais commencer par vous poser une première question. Au global, sur les sujets de digitalisation, qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, le plus difficile, c'est de trouver l'outil qui va déjà s'implémenter dans les outils déjà existants de l'entrepôt. Si je prends l'exemple de nos entrepôts, on a effectivement un WMS, donc il faut trouver le TMS qui va s'inscrire dans notre environnement informatique existant et trouver un outil qui répond aux besoins à la fois stratégiques, mais également surtout qui répond aux besoins opérationnels. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à à la fin, ça va quand même être les utilisateurs finaux qui vont être utilisateurs de l'outil. Et si l'outil est peu ou mal utilisé, on n'aura pas forcément le résultat pour lequel on espérait au moment de la démarche. Donc c'est ça la difficulté, c'est vraiment de Ok. trouver le bon outil. Donc il faut passer par en tester un certain nombre pour pouvoir arriver à définir celui qui va le mieux correspondre. Et surtout, trouver aussi en face des interlocuteurs qui sont vraiment aussi à l'écoute des besoins de nos besoins et qui vont pouvoir aussi adapter leur outil et pas forcément avoir qu'un outil identique d'une entreprise A et une entreprise B qui aura des problématiques et des organisations différentes. Compris le point. Peut-être une deuxième question pour vous, puis après j'élargirai les questions. Pour l'optimisation du taux de remplissage, avez-vous expérimenté des SR à deux étages ou des systèmes individuels pour superposer deux palettes ensemble non stables? Est-ce que c'est des moyens techniques ou des Alors, initiatives techniques que vous avez ouais. testées? Alors on a testé des véhicules à double plancher, mais il y en a très très peu sur le marché. Et la difficulté qu'on rencontre avec les véhicules à double plancher, c'est qu'il faut une uniformité du nombre des palettes. Donc il faut des palettes d'un mètre 40 à peu près. Et il y a aussi un temps plus long de chargement et de déchargement. Donc aussi une perte d'efficience à la fois à l'arrivée comme à la livraison. Donc nous aujourd'hui on travaille plutôt sur des palettes qu'on vient superposer, donc par des systèmes de Reos, des palettes qui s'empilent, ce qui permet d'alterner à la fois ce type de palettes et des palettes, comme je disais tout à l'heure, par exemple une palette d'eau complète qu'on va livrer telle quelle avec des colis qu'on va venir dessus. Donc ça répond mieux à notre organisation que de systèmes de véhicules à double plancher qui restent marginal sur le marché aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier. Peut-être une dernière question centrée sur les sujets des moyens de transport, les types de flux. Quelle est votre stratégie concernant le fret ferroviaire et surtout le transport combiné rail-route? Est-ce que c'est des choses que vous travaillez actuellement? Alors cet item est essentiellement travaillé sur la partie approvisionnement de nos plateformes logistiques, Ouais. puisque après, de par l'implantation et le maillage de nos sites logistiques par rapport à nos supermarchés, on est sur des distances, comme je disais tout à l'heure, on est aujourd'hui à 155 km aller-retour. Donc ça ne fait pas sens de dire qu'on va livrer un supermarché par un mode multimodal. Par contre, on a effectivement des systèmes multimodaux pour approvisionner soit nos grands centres de distribution européens ou après approvisionner nos plateformes logistiques. Ok, merci pour cette réponse. Peut-être je vais poser une dernière question pour clôturer ce brain-up, mais je vais la poser à tout le monde et je trouve qu'elle est particulièrement intéressante. Elle montre bien les enjeux. Les impératifs de délai sont-ils compatibles avec des démarches d'optimisation des émissions? Qualité de service versus réduction des émissions, c'est le sujet. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Xavier, je vous laisse peut-être répondre en premier, puis je laisserai la main à Anaïs et Jérôme. Euh, le, la problématique qu'on rencontre, notamment, je parle au niveau nous chargeurs et avec nos partenaires transporteurs, quand on parle de l'électricité aujourd'hui, déjà le coût est quand même relativement exorbitant pour pouvoir acquérir un véhicule lourd électrique. Donc ça reste quand même une contrainte déjà majeure. La disponibilité aujourd'hui des véhicules, ça reste aussi marginal. Alors, il y a très peu de constructeurs qui sont déjà au stade de l'industrialisation sur ce type de véhicule. Ça va venir, parce qu'on sait que ça démarre toujours par le véhicule léger, ensuite on est sur le véhicule utilitaire,
Et en dernier vient effectivement les véhicules lourds. Donc on va y arriver. Mais effectivement, la temporalité est pas toujours, ou les exigences réglementaires sont pas toujours en adéquation avec la temporalité réelle qui existe sur ce sujet. Et à court terme, je pense que aussi la question comportait aussi le côté est-ce que pour réduire les émissions de carbone, est-ce qu'il ne faut pas dégrader la qualité de service au jour le jour, en particulier les délais d'approvisionnement? Est-ce que vous avez un point de vue sur cet arbitrage? Alors là, si on parle des délais où les gens vont être commandés le matin et être livrés dans la journée, ça c'est effectivement une question qu'on peut se poser et savoir dans quelle société on veut demain évoluer. Alors pour ce qui nous concerne, nous on est moins concernés par le sujet parce que nous, nos magasins sont intégrés et donc c'est nous qui décidons un petit peu de la logistique et on n'est pas sur ce schéma de vouloir livrer dans l'heure qui suit ou autre. Nous, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette optimisation, dans cette recherche de performance de la logistique, tout en garantissant la satisfaction client. C'est-à-dire que le client puisse, lorsqu'il vient dans nos supermarchés, trouver le produit au moment où il est présent au sein de nos rayons. Bien noté. Jérôme, Anaïs, un avis sur cette question qui est cœur, qualité de service versus émission au global. Anaïs, je vous laisse peut-être commencer. Pour moi, c'est un des leviers indirects dont on parlait sur la partie organisation, puisqu'on va venir toucher ici l'offre de service. Il faut pouvoir effectivement, enfin en tout cas c'est un des leviers pour aussi réduire les émissions de CO2. Il faut pouvoir faire converger, donc là c'est un levier qui concerne l'ensemble de l'entreprise, converger les objectifs qui peuvent être effectivement divergents entre la logistique, le commerce, la rentabilité, mais en tout cas c'est des sujets qui sont quand même importants de traiter finalement quand on prend un peu de recul sur son organisation, parce qu'il y a des leviers de décarbonation sur ces sujets, alors qui marchent peut-être pas pour toutes les entreprises, tous les secteurs, etc. Mais c'est des questions qu'il faut se poser et qui touchent à l'offre de services. Et c'est des attentes aussi de certains consommateurs aujourd'hui et puis de plus en plus, je pense, dans le temps. Effectivement, on avait mené une étude auprès de 2500 consommateurs en décembre dernier et la majorité nous disait qu'ils préféraient attendre 1 ou 2 jours de plus, quitte pour avoir un mode de transport plus vert. Maintenant, entre les effets d'annonce et la réalité, il faudra voir comment ça se retranscrit, mais c'est effectivement ce qu'on voit. Jérôme, peut-être un mot sur cette question qualité des services versus émissions de réduction des émissions? Oui, tout à fait. C'est effectivement un levier qui peut être exploité. C'est clair que le fait de relâcher la contrainte sur le délai va permettre d'augmenter le niveau de massification et donc du coup amener de manière assez immédiate à nouveau cette réduction des émissions par produit transporté. Et effectivement, c'est un sujet au-delà de la démarche et des outils, c'est un sujet de collaboration aussi avec l'ensemble des acteurs, fournisseurs et clients, une réflexion à mener pour arriver à relâcher cette contrainte. Il y a des cas où la contrainte de délai est plus un héritage des habitudes et peut tout à fait être remise en cause. Il y a cette explication. Il y a effectivement le choix donné aux consommateurs dans le cas du B2C, de l'alternative sur un délai plus long avec cet effet de réduction. Et de la même manière dans le B2B, je pense qu'il y a une large part aujourd'hui d'optimisation possible sur ce sujet qui va apporter là effectivement un gain environnemental et économique assez direct. Parfait, merci Jérôme. Je vois qu'il y a une question dans le chat là, sur la démarche sur la réduction des déchets en amont. Je vais me permettre juste d'y répondre si vous permettez. Bien sûr, allez-y. Ouais, donc effectivement, il y a un travail avec les collègues des achats sur la réduction des emballages primaires, parce que nous, le but, c'est effectivement de revaloriser les déchets produits, mais surtout de les réduire. On a un peu le même discours que sur les kilomètres, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, il y a effectivement un travail de réduction
du suremballage par exemple, de réduction aussi de la partie plastique sur les emballages, ou en tout cas de garantir que ce soit un plastique biosourcé qui soit utilisé et donc qui puisse être recyclé et donc revalorisé. Donc il y a effectivement toute cette démarche qui va être entreprise par nos collègues des achats pour limiter le volume de déchets produits. Ok, merci beaucoup pour cet élément de précision, Xavier. Il est temps pour moi de conclure ce brain-up. Ce qu'on note, c'est qu'au final, les clés pour la décarbonation, il y en a 5. La première, c'est comprendre et mesurer, partir de l'existant, partir des données pour identifier les points de douleur, les zones d'amélioration. Le deuxième, c'est savoir mettre en place au niveau stratégique des KPI verts pour mesurer l'amélioration. Mettre en place des outils adaptés. On a beaucoup parlé de digitalisation aujourd'hui et bon, c'est une de nos convictions chez DCVine, c'est que la digitalisation permet en partie de répondre aux enjeux environnementaux. Je pense que la quatrième clé, c'est le côté gouvernance ou en tout cas stratégique plutôt du sujet. Ces plans d'action, cette digitalisation, elle doit être portée par le plus haut niveau de l'entreprise. Et puis après, ça permet de décliner tout ça dans un plan d'action concret qui permet d'atteindre les objectifs stratégiques. Merci en tout cas à Anaïs, à vous Anaïs, Jérôme et Xavier pour ce brain-up. Juste un dernier mot avant de conclure. On organise un nouveau brain-up le 20 avril sur l'IA Act, donc c'est la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle qui va impacter la manière de manipuler la donnée. Donc ça concerne tout le monde. C'est un sujet assez technique. Nous, on fait partie des think tanks au niveau français pour réfléchir sur ces sujets-là. Ça va engendrer un certain nombre de risques réglementaires. Donc c'est un sujet assez technique sur la manipulation de la donnée au sein du monde de la supply chain le 20 avril avec des experts qui pourront nous éclairer sur cette thématique, encore une fois, précise et technique. En tout cas, merci encore. Et puis, merci à tous les participants qui nous suivent. Et du coup, je vous donne rendez-vous le 20 avril. Merci beaucoup. Merci tout le monde.